Casto des Compagnons du cinéma, une des productrices du film. À mes côtés, Bérénice Bejo, qu'on a vu à Cannes dans The Artist notamment, qui lui a rapporté le César de la meilleure actrice. Puis on l'a vu dans Le Passé, en 2013, d'Asghar Farhadi, qui lui a valu le prix d'interprétation à Cannes. Et elle est revenue également dans The Search. Elle joue Michel Rosier, la styliste et réalisatrice amie du couple Godard-Wiazemski. À l'autre extrémité de la table, on joue au ping-pong un peu, Cécile Martin, dont on a vu des films à Cannes, Nymphomaniac de Lars von Trier, Tale of Tales de Matteo Garonne. On l'a vu également dans Taj Mahal de Nicolas Saada. Et elle joue Anne Wiazemski. À côté de Bérénice, Louis Garrel, qui vient à Cannes à peu près tous les ans depuis plusieurs années, et parfois pour 2 films, comme cette année. On l'a vu ces dernières années, sans tout citer, dans Saint-Laurent, Montroi, Mal de Pierre, voilà. Et au centre de la table, Michel Hazanavicius, dont c'est le 3e film consécutif présenté à Cannes. The Artist, récompensé dans le monde entier, qui lui a valu l'Oscar et le César, et du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et qui présente donc ce 3e film consécutif ici en compétition. Michel, la première question est forcément pour vous. Vous avez dit dans une interview que Anne Wiazemski ne voulait pas céder les droits du livre et que c'est au moment où vous lui avez dit « c'est dommage, moi j'ai trouvé ça drôle » qu'elle a été interpellée et qu'elle a eu envie de vous rencontrer et de vous céder les droits de son livre qui raconte la fin de son histoire d'amour avec Jean-Luc Godard. Oui, en effet, quand je suis tombé sur le livre, un peu par hasard, j'ai entrevu la possibilité d'un film et donc je l'ai appelé. Ça a été assez compliqué qu'elle me rappelle, en fait, parce qu'elle voulait pas, elle pensait pas qu'un film était faisable. Donc j'ai quand même essayé de la convaincre, c'était pas terrible. Et effectivement, au moment de raccrocher, j'ai dit bon, c'est quand même dommage parce que il est quand même hyper marrant votre livre. Et le mot marrant, c'est un peu comme au catch, quoi. Juste au dernier moment, ça a renversé tout le truc. Elle me dit mais comment ça marrant? Je dis bah oui, je trouve ça hilarant. Elle me dit vous êtes bien le premier qui me dit ça, mais ça me fait plaisir parce que moi aussi, je trouve ça drôle. Mais personne trouve ça drôle. Je dis bah ok. Et en fait, du coup, elle a accepté de me voir. Et en fait, après, on a un peu parlé. Et puis elle m'a fait confiance très vite. Voilà. Au bout de 5 minutes, elle m'a dit bon allez ok, je vous les laisse. Elle m'a dit j'aime bien l'idée que vous veniez d'une autre planète. Et donc voilà. Louis, on connaît votre double filiation, j'allais dire, avec Godard et la Nouvelle Vague. Vous êtes un peu considéré comme une sorte d'enfant de la Nouvelle Vague. Votre père est vraiment un enfant de la Nouvelle Vague. Est-ce que ça vous a fait hésiter d'accepter de jouer Jean-Luc Godard et de vous confronter à cette icône ? Au début, je pensais que c'était pas envisagé, je l'envisageais même pas. Quand il m'en a parlé la première fois, avant même que je lise le scénario, je trouvais que c'était pas... j'avais pas envie. Des fois, je mets du temps à répondre et je dis des trucs très compliqués alors que c'est complètement idiot. C'est très simple. C'est-à-dire, au début, non, j'avais pas envie. Et puis, c'est après la lecture du scénario où j'ai compris le jeu que proposait Michel. Alors là, comme quelque chose s'est ouvert, et c'est après, en ayant lu aussi le livre de Anne Wiazemski, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose qui est possible. Et c'est quand Michel m'a expliqué qu'il voulait en faire une chose humoristique, aussi parfois, qu'il y avait un ton de comédie. Le film, je pense, c'est pas seulement une comédie, je pense mélange plusieurs genres, mais qu'en tout cas, il y avait sur l'histoire du pays de mai 68, moi qui ai joué déjà dans 2 évocations de mai 68, donc ce serait la 3e, il fallait bien en trouver une 3e manière et qu'il y aurait une manière plus ironique et tendre, c'est-à-dire avec moi. Alors ça m'a paru envisageable. Et puis, je pensais tout à l'heure, j'étais dans l'attente, je me suis dit, mais au fond, Godard, il est tellement important qu'il est devenu comme le Talmud. C'est-à-dire, son œuvre est tellement forte qu'on y revient toujours et qu'on l'interprète toujours de manière différente. Vous voyez, les talmudistes, ils viennent au Talmud, ils interprètent. Bon, là, Michel fait une interprétation du Talmud, qui est une interprétation qui est la sienne, mais je trouve ça toujours bien parce que c'est comme ça reste très vivant. Enfin, moi, personnellement, je reviens assez rarement au Talmud, je dois dire. Mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Voilà. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que... Vous imaginez donc l'ampleur du travail qu'il m'a fallu pour le convaincre, par contre. Non, mais c'est-à-dire au sens de... L'œuvre, c'est-à-dire, je crois que Jean-Luc Godard a eu plein de vies. Dans sa vie intime, je ne sais pas. Là, il s'agissait d'imaginer comment on racontait la vie intime de quelqu'un qui a une présence si forte dans la mémoire collective de tout le monde. Je pense qu'il a eu plein de vies. Et surtout, quand j'ai compris que le scénario racontait 1 an de sa vie, enfin 1 an et demi, qu'on allait rêver, qu'on allait essayer de
de fantasmer 1 an et demi de ce moment de rupture, en tout cas le moment où il passe de signer les films à les signer collectivement avec le collectif Dziga Vertov. Je me suis dit c'est quand même plus réduit comme période et on a peut-être plus une manière de s'amuser qui est possible. Stécie, vous êtes interrogée de rencontrer Anne Wiazemski avant le tournage ou non Oui, c'est une question que je me suis posée. Et en fait, au final, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit qu'il y avait tellement de choses, c'était tellement touchant, il y avait tellement de... Enfin, c'était une très belle adaptation. Et donc, je me suis dit, je vais prendre un risque et je vais me baser sur ça et je vais essayer de trouver le regard que Anne a sur Jean-Luc. Et ça a été aussi un travail de découverte et j'avais envie de garder ça pour moi. Donc, ça a été un risque, mais j'espère que ça allait. Bérénice, vous avez rencontré Michel Rosier? Oui, je l'ai rencontré à la Cinémathèque. C'était quoi le film qu'on est allé voir? Enfin, donc il y avait une rétrospective sur Michel Rosier. Et du coup, j'ai rencontré cette femme qui est morte depuis, oui, il y a quelques semaines, je crois. Et c'était un petit bout de femme, les cheveux tout blancs, très gentille, rien à voir avec elle. Mais je lui ai dit, voilà, je vais vous interpréter. C'était très touchant. Elle avait l'air surprise ou Oui, ça l'a fait rire, je crois. Il y avait quelque chose un peu genre, ah bon, vous allez faire un film sur Jean-Luc Godard? Ah bon, je suis dans le film. Mais ce personnage, je l'ai pas approché comme... ce qui était important, c'était de faire un contrepoids avec le personnage de Stécie, qui est une jeune fille qui est en admiration devant son homme, qui est complètement béat devant cet homme qu'elle admire, qu'elle aime passionnément. Et puis moi, j'ai un personnage qui est plus âgé, peut-être un poil plus moderne, un peu en avance sur son temps, qui dit ce qu'elle pense. D'ailleurs, c'est le personnage qui va un peu rentrer dans Godard, lui dire « écoute, c'est pas si grave », qui va essayer de le remettre un peu en question, qui va se foutre un peu de sa gueule, et qui à la fin va lui dire « tu m'emmerdes, j'ai plus envie de te voir ». Et c'était vraiment le contrepoids du personnage de Stécie qui passe le film, et qui a besoin d'aller jusqu'au bout de son histoire avant de se rendre compte, de prendre des initiatives, de prendre des décisions. Et donc, c'était chouette d'être ce contrepoids-là. Première question. Hello. Elena, Uzbekistan Television. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de ce film. Hier, après la projection, nous en avons discuté jusqu'à 3 heures du matin entre amis et collègues. Parce que c'est un film qui présente 2 points de vue, le point de vue masculin, le point de vue féminin. Et nous nous sommes demandé hier soir s'il s'agissait d'un film sur une histoire d'amour ou sur la survie d'un artiste dans un contexte politique difficile. Nous n'avons pas pu tirer une conclusion claire entre nous. Et le personnage principal, est-ce Anne ou est-ce Jean-Luc? Donc ce qui m'intéresse, c'est la réponse que vous pourriez apporter à ces questions. Et j'aimerais demander à Michel également comment vous avez tourné cette énorme scène de manifestation dans les rues. Est-ce qu'il s'agit d'effets spéciaux ou vous avez réellement créé cette manifestation? Une question pour Louis. Est-ce que ce personnage, qui n'est pas vous, qui a des caractéristiques physiques particulières, différentes des vôtres, comment l'avez-vous préparé, ce personnage? Merci, déjà. Qui est le personnage principal? C'est une question que je me suis posée pendant toute l'écriture du scénario. Le film est raconté par Anne. Donc, de ce point de vue-là, le film est sa voix. Donc, je dirais que c'est elle le personnage principal. En même temps, c'est une jeune femme qui a 20 ans de moins que cet homme qui prend une place phénoménale. Et donc, elle est en observation et en amour devant cet homme. Et le film raconte l'histoire de l'érosion de cet amour-là. Et donc, elle le regarde énormément. Et il prend tellement de place que, d'une certaine manière, c'est lui le personnage principal de ce film-là. En même temps, leur amie, Michel Rosier, elle est géniale. Donc, c'est elle la personnage principal de ce film-là. Non, mais voilà, je dirais que c'est un va-et-vient. D'ailleurs,
pendant un moment, je pensais vraiment multiplier les voix off et leur passer. Et puis pour des raisons de fluidité de narration, j'ai préféré vraiment complètement adopter le point de vue d'Anne. Et je pense que le film est assez féminin en fin de compte. Elle est le point fixe du film et lui est à la dérive et c'est comment il va s'éloigner de ce point fixe. Donc, qui est le personnage principal? En tous les cas, je pense que lui-même, par contre, à propos de Godard, je pense qu'il est le protagoniste et il est aussi l'antagoniste de lui-même. Donc voilà, et c'est à mon avis ce qui crée aussi de l'empathie, en dehors du charme naturel de Louis, mais c'est aussi ce dispositif-là qui fait qu'il n'est pas que... C'est pas quelqu'un qui est méchant avec les autres ou qui est destructeur avec les autres, c'est quelqu'un qui est destructeur et avec lui-même sans doute en premier. Et pour les scènes de manifestation, comment on a fait? Avec Florence, qui est donc mon associé en production, on a vraiment sanctifié une partie du budget pour représenter mai 68 de cette manière-là. Donc concrètement, c'est nos salaires et nos frais généraux qui ont fait qu'on a mis beaucoup d'argent. Il y a un peu d'effets spéciaux parce qu'on n'a pas mis 50 000 personnes, mais on avait quand même beaucoup de figurants qu'il a fallu habiller, coiffer, etc. Et on a été dans les rues de Paris, là où il y a eu les vraies manifestations à l'époque, à d'Enfer Rochereau, à Bastille, etc. Et voilà, c'était important. Pour moi, c'était important parce que le film procède beaucoup par décalage, par dérision, par distanciation. Et donc, je voulais qu'il y ait vraiment un premier degré solide, notamment sur l'aspect politique et révolutionnaire du film. Et donc, ce premier degré solide, pour moi, passait par une image respectueuse et non pas au rabais. Donc oui, j'ai tenu à ce qu'une bonne partie du budget y soit consacrée. Et la première partie de la question sur est-ce que c'est un film sur la libération des femmes ou le combat d'un artiste Bien, je pense que c'est les deux mouvements du film. C'est-à-dire, pour moi, je dirais que c'est avant tout l'histoire de l'émancipation d'une jeune femme. C'est sûr. Elle se défait de ce carcan. Mais en fait, c'est un couple. Donc ça ne se fait qu'en résonance et en réaction à la quête de soi-même ou la quête de vérité d'un artiste qui va tout sacrifier pour ça. Il va commencer par sacrifier ses idoles, il va sacrifier les gens qu'il aime, ses amis, son couple et finalement lui-même. Donc c'est un double mouvement qui est censé s'accorder. Enfin, le scénario est construit sur ce double mouvement. Ouais. Louis, sur le travail sur le personnage lui-même? J'avais un peu de réticence au départ au changement, on voulait dire, ou en tout cas à la composition. Je ne savais pas exactement, parce que comme spectateur, je suis des fois pas très à l'aise avec les personnages qui existent, on pourrait dire, dans la vie. Je ne sais pas comment je vais me situer dans l'imaginaire. Donc je discutais beaucoup de ça avec Michel, et il se trouve que l'univers de Michel est un univers très graphique. Et qu'un jour, je lui dis, écoute, pourquoi est-ce que tu veux absolument faire cette coiffure et tout ces trucs-là? Il m'a dit, parce qu'il faut quand même qu'on te change tes cheveux, Louis. Il faut changer tes cheveux. Et moi, je lui ai dit, écoute, mes cheveux, tu sais bien, tu le sais, Michel, que mes cheveux, c'est très important. Bref. Je vous appelle Samson, en fait. Non, mais en fait, Pierre Ninet m'avait appelé, il m'avait dit, rase-le, je t'en supplie. Je veux lui mettre une châtaigne, rase-le. Bref, et du coup, toujours des blagues, toujours des blagues. Et après, je fais un biopic de Gandhi avec Pierre Ninet, donc tu auras ta revanche. Et du coup, un jour, il m'a convaincu, il m'a dit, écoute, Louis, voilà comment je le vois, moi. En 3 traits, comment je vois Jean-Luc Godard, quasiment comme un personnage de bande dessinée. Il m'a griffonné sur la table, il m'a fait un peu le visage que j'ai dans le film. Donc j'ai dit, tu as raison, ok, pour bien jouer, il faut vraiment y aller complètement. Et après, sur l'idée de comment... Je ne pourrais pas répondre techniquement, parce que je crois que c'est un des premiers rôles que je travaille autant en amont avec Michel, où je venais chez lui, je l'appelais la nuit, le jour, je lisais des passages au téléphone, je lisais même à des amis à moi. Je sais qu'il n'aime pas quand je fais cette citation, parce qu'il pense que personne ne connaît cette personne, mais je pensais beaucoup à Philippe Cobert, qui a fait Ariane Nouchkine. Voilà, il déteste, parce qu'il pense que personne ne connaît, mais tout le monde connaît Ariane Nouchkine, et tout le monde connaît Philippe Cobert. Et Philippe Cobert, quand il a fait ses spectacles en scène, il a raconté Ariane Nouchkine, qui, je pense, qui est à peu près ce que représente Godard au cinéma, Nouchkine au théâtre. Et pour jouer Ariane Nouchkine, je voyais bien que c'était comme une espèce d'invocation très affectueuse et très tendre, et en même temps très très drôle. Donc je pensais à
je pensais à lui quand il avait travaillé ses spectacles. Donc du coup, c'est un espèce de mélange, c'est comme un jeu d'enfant quasiment, qui essaye comme un fantasme d'un homme si stimulant, parce que je pense qu'avant tout, Jean-Luc Godard, quand on dit tout le monde, là je vois bien les journalistes me posent la question, mais quand vous êtes attaqué à ça, je vois bien, parce que tout le monde pense à Jean-Luc Godard, enfin dans le cinéma, peut-être pas tout le monde, mais quand même, on se positionne, on peut pas faire du cinéma sans à un moment donné avoir affaire à son œuvre. Et donc là, j'aimais bien l'idée de faire une chose qui n'avait jamais été faite, parce qu'au fond, quand on me dit mais ça vous a pas fait peur de faire un film sur Jean-Luc Godard, je dis mais vous savez, il y avait déjà des biographies, vous savez, c'est un cinéaste qui de son vivant a déjà une biographie américaine, une biographie française, c'est énorme. Donc il a maintenant 2 romans, là un film, donc c'est pas une chose complètement extraordinaire qu'on a faite, c'était pas venu de nulle part, mais c'était l'idée qu'on allait pouvoir après, j'ai digressé, donc je ne suis pas très bon pour répondre à la question. En fait, ça se fait par étapes. Voilà. Je dirais. Tu ne pouvais pas commencer par ça. Il y a une expression consacrée, c'est step by step. Voilà. Oh. Les Américains, parfois, ou les Anglais, ils sont plus. Non, mais c'était intéressant. Hein. Monsieur. Peter Paul Hu, Télévision Allemande. Je voulais suivre cette question sur le rôle, comment vous avez adapté le personnage de Jean-Luc Godard. Et j'étais très impressionné pour le saucissement que vous faisiez avec votre voix. Et ça, je trouvais le saucissement. Qu'est-ce que c'est le saucissement avec le suissement. Le suizoté. Oui, ah oui. Enfin, j'y arrive pas. Le suisse, je suis mal. Le suisse. Non mais pardon. Et l'autre question à Monsieur Hazanavicius, j'avais cette imagination. Est-ce que vous avez fait avec Jean-Luc Godard, un peu comme vous avez fait avec James Bond dans les films de OSS, un mélange de hommage et satire? Merci. Oui, un petit peu. Je crois qu'il m'a d'abord posé la question. Oui, mais ça fait 20 minutes que... Oui, non, mais vas-y. Mais, je plaisante. Dis, step by step. Non, je sais pas vraiment. Moi, je peux simplement dire que c'est depuis... Je pense que depuis que j'ai 14 ans, je regarde des interviews de Jean-Luc Godard, je suis ses films, j'ai vu ses films comme Soigne ta droite dans lesquels il joue, Prénom Carmen dans lesquels il joue, donc j'ai sa voix, même dans mon imaginaire de travail, je suis toujours en train de penser le cinéma comme lui. Il a une manière très particulière c'est quasiment comme c'est un peu j'allais dire Archie Shepp du cinéma, mais toi tu vas pas aimer ça, parce qu'Archie Shepp, tu vas penser que tout le monde connaît Archie Shepp, le grand jazzman. C'est comme un instrument de musique, sa voix, que je connais depuis très très longtemps. Donc je vois pas ça ni comme un chemin, je me dis pas, tiens, il y a ça, puis ça, c'est un ensemble de choses, c'est comme une mélodie pour moi. La voix de Jean-Luc Godard, c'est comme une chanson de Bob Dylan, quoi. Quand je l'écoute, de temps en temps, je peux l'écouter des heures parler, je trouve ça toujours très agréable. Non, je danse pas, mais j'adore écouter cet homme. Et surtout, il est quelqu'un qui est très, très, très joueur tout le temps. Et comme acteur, bizarrement, quand je jouais le film, je me disais, il est tellement bon lui-même dans ses films, il est tellement bon dans Prénom Carmen, par exemple, quand il fait le fou à l'hôpital, je me disais, putain, il faut arriver à être aussi bon que... Enfin, il faut arriver à aussi bon. Essayer d'être... ça me challengeait, comme on dit. Et donc, oui... Step by step. James Bond. Oui, non, effectivement, non, il y a le côté l'hommage et l'ironie en même temps. Oui, il y a le côté détournement, c'est-à-dire que effectivement, je pense que le film rend vraiment hommage au cinéma, en tous les cas des années 60, de Jean-Luc Godard, dans sa forme et dans plein de ses thèmes abordés. Et en même temps, c'est vrai qu'il propose une vision distanciée, un peu ironique, mais les films de Godard des années 60 le sont déjà, donc j'ai pas du tout l'impression de le trahir. Je dirais qu'OSS est quand même beaucoup plus violent avec le français spécifiquement des années 50, mais le français, l'hyper-français d'aujourd'hui, que le redoutable avec Jean-Luc Godard. C'est-à-dire que si vous voulez, je pense que Jean-Luc Godard n'a jamais cherché à être sympathique, donc ça aurait été absurde d'en faire un personnage consensuel et sympathique. Je crois que c'est de notoriété publique que c'est pas un gentil monsieur, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en sais? C'est non, mais pour avoir beaucoup travaillé, les témoignages que j'ai eus, voilà. Mais je crois que c'est pas son propos, donc voilà, il y a pas de. Mais effectivement, oui, il y a un mélange d'hommages
respectueux et d'irrévérence, ouais, bien sûr. Mais c'est drôle parce que on s'amusait à dire avec Michel, à mon avis, vous savez, comme il vient d'un autre genre d'imaginaire, Michel et moi aussi, c'est comme s'il y avait un Montaigu et un Capulet. La première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est regardé un peu en chien de faïence comme ça. On était comme dans un western à s'affronter sur l'histoire du sujet. Et en fait, c'est là-dedans, c'est même parfois en conflit, ou enfin en conflit, ça va, c'est pas... Mais c'est en conflit qu'on a trouvé aussi un équilibre, j'ai l'impression. C'est-à-dire que parfois on n'était pas d'accord, que moi j'étais vigilant sur certaines choses, que lui était vigilant sur d'autres, qu'on a peut-être, je dis bien peut-être, trouvé un équilibre qui est assez, je pense, qui rend le film peut-être attrayant. Mais en fait, moi, si vous voulez, à un moment donné, Godard, enfin, dès le début de l'écriture, en fait, Godard a commencé à me fatiguer, à vrai dire, et dans le sens où il prenait beaucoup de place. Et je pense que c'était même le problème de Godard lui-même. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, quand vous vous appelez Jean-Luc et que vous avez Godard en vous, je pense que c'est très encombrant. En tous les cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai décidé de le mettre de côté pour créer un Jean-Luc. C'est-à-dire que moi, dans le scénario, il s'appelait Jean-Luc, en fait. Et celui qui m'intéressait n'était plus le vrai Jean-Luc Godard, le grand Jean-Luc Godard, le mythe Jean-Luc Godard, mais c'était mon Jean-Luc à moi. Et donc, j'ai essayé de réinventer un personnage dans le cadre de la fiction que je m'étais proposé. Et donc, j'ai essayé qu'il soit drôle et humain, qu'il soit pas trop éloigné et qu'il évoque la figure de Jean-Luc Godard lui-même. Mais c'est vrai que je n'ai pas hésité à un moment donné à le trahir et à réinventer à en réinventer un. C'est vrai que sur le plateau, souvent, Louis avait beaucoup comment dire, il faisait attention un peu au mythe Godard, là où moi, c'est vrai que je voulais le tirer un peu plus vers un clown qui me servait moi, en fait. Voilà. Et au final, on a quand même suivi, tout était dans le scénario, on a suivi l'histoire du scénario, mais c'est vrai qu'au final, il a été un peu l'objet de négociations parfois sur le plateau. Ouais. Enfin, c'était pas tant au mythe Godard que je faisais attention, c'était d'essayer de respecter un peu le trajet. Non, pas ça. Montaigu et Capulet, c'est pas fini. Hein. Montaigu et Capulet. Monsieur. Bonjour, Damien Santujoc pour justfocus.fr. Donc, je voulais poser une question pour Monsieur Garel. Vous avez déjà parlé de votre rôle, la façon de l'aborder en fait. Vous nous aviez bien fait marrer il y a quelques jours sur la façon d'aborder le rôle d'Ivan dans Les Fantômes d'Ismaël par rapport aux petits détails qui soient, par exemple, vierges. Est-ce que vous avez un autre détail comme ça à nous donner sur le fait d'avoir abordé le rôle de Jean-Luc Godard et aussi, par la même occasion, est-ce que vous avez des retours de sa part sur est-ce qu'il a vu le film, qu'est-ce qu'il en a pensé? Merci. Non, je n'ai pas de détails comme qui est a priori marrant à raconter. Ça m'énerve d'ailleurs parce que j'aime bien raconter des choses drôles là, mais j'ai pas ça me vient pas tout de suite en tête. Qu'est-ce qui pourrait être marrant? Non, je sais pas, j'ai une blague à vous raconter si vous voulez, c'est histoire de non, pas de détails spécialement. Si ça me vient, j'y pense. Et sur la réaction de Jean-Luc Godard au projet et au film, vous... Non, je l'ai tenu au courant de la mise en production du film. J'ai pas eu de réponse. Enfin, j'en attendais pas non plus. Voilà, il a demandé à voir le scénario, je lui ai envoyé. Et j'ai pas eu de réponse, mais j'en attendais pas non plus. Et enfin, quand le film a été terminé, je lui ai proposé, s'il voulait, de lui organiser une projection, mais j'ai pas eu de réponse. Mais j'en attendais pas non plus. Donc, voilà. Et Anne Wiazemski l'a vu, elle? Oui, elle a beaucoup aimé. Elle a vu 2 fois en fait. Elle a été très touchée. Je pense c'était compliqué pour elle de se reconnaître parce que c'est très proche. Voilà, mais par contre, elle avait plus de, comment dire, elle a vraiment reconnu Godard. Et elle a dit un truc qui, moi, m'a beaucoup touché ou plu. En gros, elle a un peu synthétisé le film en disant il a réussi à faire d'une tragédie une comédie, qui était un des enjeux du film et qui est pour moi peut-être la meilleure définition de la comédie italienne. Et donc si le film est perçu comme ça, je serais très heureux. Ouais. Elle sera là ce soir avec vous oui. En montant les marches. Absolument. Oui, pardon. Non, j'allais dire, c'est parce que le sujet lui-même, j'étais en train de penser, je me disais, le sujet lui-même, c'est une dispute générale. C'est à la fois une dispute dans le pays, c'est une dispute conjugale. Et ça me faisait penser tout d'un coup qu'il y a, pour citer un film d'Anne-Marie Miéville, c'est drôle, parce qu'il y a un film d'elle qui s'appelle Après la réconciliation. Tout d'un coup, je pensais, tiens, voilà, une bonne manière de terminer l'histoire, c'est drôle.
Mademoiselle. Bonjour, Émilie Olivier du Maxima.fr. J'avais une question pour Louis et Michel. Tout d'abord, Louis, j'ai entendu dire que vous aimiez bien, à titre personnel, imiter Godard, que c'était antérieur au film. Et je voulais savoir, est-ce que vous l'avez rencontré en chair et en os, que ce soit dans votre enfance, votre adolescence? Et Michel, c'était par rapport à la stylistique du film. Est-ce que c'était pas impressionnant de vouloir éventuellement recréer les codes visuels de Godard quand on voit le travail de Raoul Coutard et de Lerue et tous ses collaborateurs? Voilà, merci beaucoup. De Lerue, c'est plutôt pour la musique, oui, c'est ça. Et attends, moi, la question c'était, je ne l'ai jamais rencontré. Jamais. Jamais rencontré, non. Mais de toute façon, il est tellement multiple dans ses interviews, dans ses écrits théoriques et dans ses films que je ne me dis pas, tiens, je vais le rencontrer. On a l'impression qu'on le rencontre très souvent quand il fait un film. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un grand cinéaste. C'est que quand on voit un de ses films, on a l'impression de le rencontrer mieux que si on avait passé 1 heure avec lui. Voilà. Et pour répondre à votre question, non, c'était pas du tout. Au contraire, c'était très stimulant, enthousiasmant. C'était pas tellement, l'idée n'était pas de copier, de faire des copier-coller. L'idée était de s'inspirer ou de jouer, de rentrer un petit peu dans ses chaussures, dans l'audace, dans la liberté. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de. Le film a des citations, fait des collages. J'ai toujours essayé de les intégrer dans une narration, voilà, de raconter cette histoire d'amour, de m'amuser avec ça. Non, si ça m'avait tant impressionné, j'aurais pas été. Non, pas du tout. Je trouve ça très enthousiasmant. J'aime bien ce procédé de détournement. Voilà. Monsieur, à droite. Oui, bonjour, Jean-Marc Le Scornec, La Dépêche du Midi, Toulouse, France. Une question pour Louis et Michel sur la perception du cinéma de Jean-Luc Godard. La question revient souvent dans le film. Beaucoup de gens reprochent à Godard de ne plus être Godard, de ne plus faire des comédies légères avec Belmondo, hein, c'est dit dans le film. Est-ce que vous partagez le même avis? Apparemment non. J'ai l'impression que Michel aime beaucoup le Godard d'avant 68 et que Louis est resté un grand amateur de ce cinéma-là. Donc, quel est votre avis sur la question? Et pour continuer ce que disait Louis tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que Godard est devenu ensuite quelqu'un de brillant, notamment dans les conférences de presse, mais un cinéaste que je dirais, moi, beaucoup moins intéressant? Bien, pour répondre à votre question, grâce à moi, Michel a changé. Michel, qui était peut-être moins intéressé par la période, je dirais, des débuts des années 80, maintenant est revenu. Donc, j'ai converti Michel au Godard des années 80, 90, 2000, 2010. Je suis très fier de toi, Michel. Vraiment. Non, je dirais que moi, je suis toujours... La période, c'est-à-dire la période de rupture dont on parle dans le film, des années en gros 69, c'est-à-dire après Weekend, il commence le groupe Dziga Vertov. Moi, cette période-là, dont j'ai regardé un peu les films, c'est-à-dire Vendès, Pravda, Lutte en Italie, Vladimir et Rosa, ce sont des films avec lesquels j'ai moins de connexion. C'est-à-dire ils sont trop ardus, ils sont des films très militants, je pense. Ils se servaient des films pour quelque chose qui était plus grand, à mon avis, que je pense qui était la révolution ou le changement de désordre établi. J'ai moins de connexion, mais tout de suite après, par exemple, quand il revient avec Sauf qui peut la vie, derrière je suis, c'est-à-dire Passion, Prénom Carmen, Je vous salue Marie, jusqu'à dernièrement Adieu au langage, j'ai pas très bien compris, mais film socialiste par exemple, j'aimais beaucoup. Mais même les autres bouts de films qu'il fait, le langage est tout le temps tellement réinventé, questionné, détruit pour être reconstruit ailleurs que ça fait de lui il est tout le temps en train de montrer la plomberie de la fabrication. Moi, qui viens aussi du théâtre et qui adore Brecht, je trouve que c'est celui qui a réussi à mettre Brecht au cinéma, en gros. La théorie brechtienne de la distanciation, c'est celui qui l'a mise au cinéma. Et tu t'ennuies, là, c'est ça? Non, pardon, excuse-moi, pardon. Parce que hier, on a fait une interview et tout d'un coup, voilà, à un moment donné, j'ai prononcé le mot mantra. Et alors lui, il a dit, mais tu es fou, tu vas pas me dire mantra dans une interview, tu es malade. Non, c'est d'ailleurs après Talmud, Colbert, Mouchkine, quand mantra arrivé, j'ai pris un coup, c'est tout. J'ai dit, n'oublions pas que le film est une comédie. Et, non, je pense aussi, oui, il y a une autre chose qui était amusante ou drôle, c'est-à-dire peut-être, moi j'étais en train de penser aux gens qui aimaient Godard, dans ma tête, pour moi, je peux pas faire autrement. Peut-être c'est faux, mais je pense pas. Je pense que tout le monde aime le travail de Jean-Luc Godard.
Et je pense que Michel, au contraire, il se dit, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Godard est un cinéma qui est trop... Qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais trop quoi? Obscur ou... Non, c'est pas ça, c'est qu'effectivement, Louis était très, comment dire, soucieux de ce qu'allaient penser les gens qui aiment Godard. Et je lui disais, en fait, on s'en fout un peu. Moi, je voudrais quand même que le film fasse des entrées. Donc, attachons-nous aux gens qui au moins s'en foutent de Godard, qui à mon avis sont la majeure partie de la population, ou éventuellement... Oui, non, mais quand tu dis ça, c'est absurde. C'est comme si tu disais la majeure partie des gens s'en foutent du Caravage. Tu dis oui, bon, ils pensent pas au Caravage toute leur vie, mais si tu leur mets Godard dans les yeux, ils s'en foutent pas. Oui. Tu vois un type chez lui comme ça qui dit oh, non, moi je m'en fous de Godard. Personne ne pense comme ça. Non, je vois des gens qui disent plutôt tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? C'est une manière de s'en foutre de Godard. C'est juste ça que je dis. En fait, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent du cinéma en général. Il n'y a pas que de Godard. Je pense pas que Godard soit le centre des discussions de beaucoup de gens, mais peut-être je me trompe visiblement. Mais grâce au film, il va l'être. Ouais. Non, mais ce que je voulais dire, je voulais répondre à monsieur. Comme spectateur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense pour moi, il y a une décennie enchantée qui est celle des années 60 pour Godard. Et c'est vrai qu'après, comme spectateur, je suis moins client. En revanche, comme réalisateur, je suis très admiratif de quelqu'un qui, à un moment donné, à la place où il est, met tout par terre, ou rebat complètement les cartes et décide d'inventer sa propre vie, son propre trajet, au mépris de tout ce que les gens peuvent attendre de lui. Ça, je suis très admiratif de ça. Et je crois, moi, les films ne me transcendent pas quand je les regarde. Et effectivement, j'ai fait mes devoirs, donc j'ai regardé les films vers lesquels il a tendu à cette époque-là. En revanche, je pense que c'est pas inintéressant de les penser comme des espèces de jalons qui déposent sur un trajet qui est peut-être plus intellectuel que hollywoodien, certes, mais dans cette démarche-là, je ne peux avoir que du respect pour la démarche de Godard. Mais par contre, là, on discute énormément de Jean-Luc Godard. Je tiens à dire que ce n'est pas un film de Jean-Luc Godard, et c'est même pas un film sur Jean-Luc Godard. C'est un film, encore une fois, qui raconte une histoire d'amour avec d'autres personnages autour, et le film n'est pas une thèse pour universitaire, et n'est pas une thèse... Et on n'est pas obligé de connaître le Talmud, Brecht, Cobert, Mouchkine pour apprécier le Caravage. Si vous connaissez Placide et Museau, Dingo et OSS 117, c'est bien aussi. Vous allez quand même, voilà. Je dis ça, mais... Non. Alors, il y a autre chose, si tu veux, je dis une citation. Par exemple, quand j'ai compris que Michel... Quand j'ai compris que Michel, par exemple, adorait Ettore Scola, ça m'a donné une des clés aussi pour rentrer dans le film, pour comprendre C'est pas bien Ettore Scola. Attends, mais c'est génial. D'accord. Ettore Scola, c'était une des clés pour comprendre le film. C'est-à-dire Ettore Scola. Par exemple, la scène de la voiture du film, si vous vous en souvenez, je trouve que c'est une scène de comédie, on va dire italienne, pour dire une chose un peu de fourre-tout. Parce que si vous voulez, je suis d'accord avec chacun des voyageurs dans la voiture. Je suis d'accord et avec le personnage de Jean-Luc, et avec le personnage du conducteur, et avec le personnage de Michel Gournod, et avec le personnage de Bérénice. Je suis d'accord avec tout. Et c'est arriver à embrasser comme ça tous les points de vue qui fait que la situation devient très drôle, parce qu'en fait, on ne sait plus les départager. Et par contre, on adore le fait qu'ils s'engueulent. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup la dispute. Moi, par exemple, je me dis à la fin du film, quand je regarde le film ou le scénario, je me dis, il est peut-être, alors les gens disent provocateur, parfois, des fois, dépassant les limites et tout ça, mais sans lui, on s'ennuierait énormément. D'ailleurs, lui... Dans le film, oui, si on l'enlève... Vous savez, lui, il a dit dans une interview il n'y a pas longtemps, il a dit, mais vous savez, quand j'étais enfant, au scout, on m'avait baptisé moineau chamailleur. Donc, c'est-à-dire que je pense que depuis qu'il a 12 ans, il est comme ça. Il est tout le temps en train de créer une situation de conflit. Et c'est le conflit qui est gai et qui est joyeux. Monsieur. Bonjour, Jérémy Kiffel, VT Consult et Sud Radio. Ma question s'adresse à Louis Garrel. Quand on s'attaque à une personnalité comme Godard, je voulais savoir, en tant qu'acteur, est-ce que lors du tournage, c'est plus considéré comme une excitation ou une pression supplémentaire? Est-ce que, voilà, et puis est-ce qu'en tant qu'acteur, vous auriez aimé tourner pour Godard? Je crois que Godard, maintenant, il a plus de rapport avec les acteurs. Avec les acteurs. Je me souviens d'une interview qu'il avait fait dans Sofilm, on lui disait oui, mais pourquoi est-ce que vous travaillez plus avec Depardieu ou avec... Il a déjà travaillé avec Depardieu dans Hélas pour moi, mais pourquoi vous travaillez plus avec des acteurs? Il dit non, mais c'est absurde d'être acteur. C'est comme si vous demandiez à Laurent Fabius de se mettre en caleçon et d'y croire. Moi, je peux plus y croire. Et il y a un endroit où je vois bien que ça ne l'intéresse plus, donc j'ai pas un rêve comme ça de travailler avec Jean-Luc Godard. Étant enfant, je me disais tiens, j'aimerais bien
même quand j'avais vu l'éloge de l'amour, il y avait Bruno Puzzolo, je trouvais que c'était bien comment il faisait. Maintenant, je pense qu'il est dans encore d'autres recherches. Et la première partie de la question, pardon, c'était ton rapport à Paulo Coelho. Les deux à la fois. C'est-à-dire J'ai dit 3. J'ai dit 3 là. Parce qu'il cite, mais il ne sait pas compter jusqu'à 2. Ah, vas-y, pardon. Non, les deux à la fois. Ça m'a mis une pression supplémentaire parce que je savais que ça me rendait anxieux de parler d'une chose qui était intime. En termes de spectateur, j'ai un rapport intime avec ces films. Enfin, même j'ai besoin d'eux. Et de le faire au grand jour, c'est-à-dire d'avoir fait. Donc c'était à la fois, pour répondre, c'était très. J'avais une grosse pression et en même temps c'était exultant. Ouais. Les deux à la fois. Stécie, quel était le plus grand défi pour vous? Trouver sa place. Je vois que c'est difficile. Trouver son regard vraiment sur cet homme qu'elle aime, qu'elle admire, et aussi se trouver elle-même. Parce qu'elle est très jeune et à ce moment-là, elle est très inspirée. Elle est témoin aussi d'un milieu qui change énormément en France et aussi pour les femmes. Et donc, comment est-ce qu'elle va réussir à se trouver, à se définir constamment et toujours se remettre en question, parce qu'elle est remise en question dans son couple, dans ses choix et par tout le monde autour. Donc c'était un défi qui continue jusqu'à la fin, vraiment. Et comment vous avez senti que vous l'aviez relevé, ce défi, de trouver son regard? J'espère. Mais vous en avez beaucoup parlé avec Michel pendant le tournage, par exemple? Oui, on en a beaucoup parlé. On a aussi beaucoup... c'était aussi être témoin d'une très belle performance de Louis. Déjà, dans ce travail-là, c'était très immédiat. Puis ensuite, on a découvert beaucoup de choses en chemin. Je crois qu'elle le dira pas, mais j'étais pas très agréable sur le tournage avec elle, donc c'est une double performance. Non. Parce qu'elle était, j'étais gentil. C'était très gentil. Oui. Enfin, Louis. Monsieur? Non, je dois dire qu'il a raison. Il n'était pas très gentil. Non, si, bien sûr. Non, mais il est toujours très gentil. Non, mais après, il y a eu aussi... C'est un autre défi aussi. Les deux performances sont très différentes et elles ont besoin de deux autres énergies. Et donc, il fallait qu'on les trouve, et il fallait l'énergie de Louis, de Jean-Luc Godard, avec l'énergie d'Anne Wiazemski et de ce que j'apportais aussi. Sinon, ça ne marcherait pas du tout. Il faut un équilibre dans le couple pour voir comment ils se trouvent, comment ils se questionnent eux deux. C'est-à-dire aussi le personnage de Anne, c'est à la fois une actrice qui est qui pourrait dire avec un Pygmalion, un homme qu'elle aime, mais qui n'a pas vraiment une ambition, c'est-à-dire qui a une présence très admirative, mais qui est aussi très très aimante comme ça avec lui. Donc Stécie, elle a réussi à trouver une position, je dois dire, assez parfaite, où même dans les scènes les plus dans la Sorbonne, par exemple, même si c'est pour de faux, quand 300 personnes vous hurlent dessus, et vous huent comme ça, c'est violent à vivre, même si c'est pour de faux, c'est pas très agréable, parce qu'on se dit, il y a forcément des gens dans la salle qui doivent penser quelque chose, qui doivent me détester, peut-être moi comme acteur, et qui me huent comme ça. J'avais Stécie qui me regardait, qui me disait, t'inquiète pas, tout va bien, donc j'avais toujours sa main. Et je veux dire que de temps en temps, comme ça, il y a des espèces de transpositions entre les deux rôles, et puis les deux acteurs qui cèdent. Et c'est vrai que quand il y avait un acteur à un moment donné qui m'insultait, je me disais, mais il joue pas là, il m'insulte vraiment, cet acteur-là. Et Stécie me regardait, me disait, je suis là, ne t'inquiète pas. Monsieur? Bonjour à tous et à toutes, Nicolas Coll, Eurolatio. Déjà bravo, moi c'est un film que j'adore, c'est extrêmement savoureux. J'ai une question à laquelle vous pouvez peut-être tous répondre et toutes répondre. Je trouve que c'est un film très riche, mais qui pose quand même une question, c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma, pourquoi on en a besoin? Et ça fait clairement le parallèle entre le cinéma populaire, comédie, et peut-être plus intellectuel, plus politique, plus social. Voilà, donc je voulais savoir quel était votre regard là-dessus. Vous, de quoi vous avez le plus besoin? Vous, Michel, d'ailleurs, vous êtes très bien placé pour en parler, parce que vous avez fait The Artist et OSS, qui sont deux sucreries, très savoureuses. Et puis The Search, qui est une œuvre romanesque assez forte. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire tous là-dessus? Merci. Je peux vous dire que vous devez vous sentir seul à propos de The Search.
Mais je vous remercie, on ira en parler. Ah oui, peut-être Bérénice peut répondre à cette question, non? Ben non, mais qu'on entende. Ça me permet de rebondir, après je vais oublier. Oui, parce qu'on ne t'avait pas entendu encore. Donc... ne la laisse pas parler, tu as raison. Non, mais peut-être, vas-y. Non, attends, il voulait dire un truc. Non mais c'est plus. C'est-à-dire aussi le portrait c'est-à-dire que j'ai vu, mais pas tout de suite. C'est pendant le tournage que tout d'un coup je me suis dit, ah, et en fait c'est un peu... Michel, quand il a lu l'histoire de Godard à cette période-là, dans le livre de Wiesemski, en fait, il s'est projeté. Parce que je pense que l'histoire de Godard dans le livre, c'est quelqu'un qui voudrait faire rentrer le monde dans un film. Et qui, à un moment donné, se heurte aux gens qui disent « Tu veux pas refaire des trucs comme avant ?» Parce qu'on s'est un peu ennuyé. Et en fait, ce qui s'est passé avec Michel quand il a fait The Search, c'est tout le monde qui lui disait « Tu veux pas refaire des films avec Dujardin, mon vieux? Parce que là, c'est bien, la Tchétchénie, la Russie, mais c'est un peu dur. » Et je me suis dit « Tiens, il y a un parallèle entre... » Tout d'un coup, j'ai compris pourquoi Michel il s'était engouffré aussi là-dedans de manière plus intime et plus personnelle. Voilà. Vas-y. En fait, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. T'as le choix. J'ai pas tellement le choix. Non, c'était quoi la question? C'est vrai que ce qui m'a plu de retourner sur ce film avec Michel, c'est ça, c'est-à-dire que il y a ce besoin pour Michel de faire plaisir au public, d'offrir. Je pense que c'est pour ça qu'il cite beaucoup Billy Wilder et qu'il l'a cité quand il a eu son Oscar, parce que c'est vraiment de faire plaisir, de ne pas bouder son plaisir. Et avec Le Redoutable, je trouve qu'il y a tellement de niveaux, c'est-à-dire que c'est drôle. Bon, là, c'est vraiment l'actrice qui parle, hein, c'est pas la femme amoureuse. C'est drôle, c'est brillant, c'est touchant, c'est extrêmement travaillé. Ça parle de lui, ça parle de nous, ça parle du cinéma, ça parle d'un Dieu vivant, mais ça parle d'un être humain. Ça parle des femmes, des hommes, de l'amour. Et tout d'un coup, j'ai trouvé que ce scénario était d'une telle richesse et d'une telle honnêteté. Et c'était tellement drôle que j'ai retrouvé Michel un peu dans OSS, un peu dans The Artist. Et finalement, The Search, c'était vraiment ça qu'il avait envie de faire. Il avait envie de faire un film pour les gens. Et il avait envie de raconter l'histoire d'un petit garçon qui voit sa famille se faire massacrer et malgré tout il s'en sort, et c'est romanesque parce que malgré tout la vie est plus forte que tout. Et Michel, il a ça quand il raconte ses films, il a envie de dire la vie est plus fort que tout, et le bonheur et rire est la chose la plus importante. Et je trouve que dans Le Redoutable, il y a un peu de tous ces films-là, de tous ces autres films, et qu'il a réussi, à mon sens, vraiment à merveille. Et j'ai un petit rôle dans le film, donc je peux le dire en tant que spectatrice. Mais je trouve que c'est ça qui marche dans les films de Michel, c'est que c'est un peu un télo. Et en même temps, je dirais, c'est 30% intello, 30% populaire, 30% n'importe quoi. Et c'est ça qui marche. Et c'est vraiment, enfin, 30 et 30. C'est toujours l'actrice là ou c'est la femme amoureuse? Non, mais... Il manque 10%. 10%, hein. Et ben 10%. Il manque 10% de. J'allais rebondir là-dessus, mais j'ai pas osé. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un film qui ressemble énormément à Michel, donc c'est étrange d'être à Cannes avec ce film, puisque il est comme presque pas à sa place et en même temps tellement à sa place. Et voilà, donc je pense que je réponds un peu à votre question. Stécie, qu'est-ce que vous attendez, vous, du cinéma? Tout. J'attends de rire, de pleurer, enfin... c'est ma première comédie aussi vraiment que je fais, donc je ne savais pas vraiment trop à quoi m'attendre ou si c'était vraiment un monde auquel j'arriverais à m'immiscer. Et en fait, ça m'a énormément plu et j'ai trouvé que on oublie qu'on a besoin de comédie autant qu'on a besoin de drame, on a besoin même de films d'action. C'est quelque chose que un public a besoin d'une palette de couleurs, on va dire. Et sans ça, je pense que le cinéma n'existe pas. Mademoiselle, ça sera sans doute l'avant-dernière question. Karen Batt pour The Huffington Post. C'est une question pour Michel. J'ai trouvé très fort et intéressant cette focus sur la contradiction entre bourgeois et révolutionnaire dans les mots même de Godard, que vous revenez souvent dans le film. Et je me suis demandé, je voulais vous demander, vous, comme metteur en scène, qu'est-ce que vous pensez de la contradiction de Godard entre bourgeois et révolutionnaire? Parce que dans le film, dans cette violence,
j'ai trouvé que ça, c'était plutôt la partie bourgeoise que j'ai vue de Godard dans les restaurants, avec une relation très conservatoire, traditionnelle avec la petite fille. Et oui, mais c'était comme ça que je l'ai vu. Et aussi, il est dans les villas qui ne voulaient pas aller. Et je me suis demandé, la manif, il s'intéresse à ses lunettes. Alors, c'était exprès de craquer un peu l'image de Godard engagé, parce que moi, je suis grandi dans mon pays avec Godard, mythe d'engagé politique. Et ça m'a craqué, cette mythe. Et je voulais savoir. Merci. Oui, d'abord, il vient d'une grande famille bourgeoise. Voilà, je crois qu'il y a une dualité. D'abord, moi, je me méfie toujours des gens ou des analyses un peu dogmatiques, comment dire, les appréhensions du monde trop dogmatiques, les bourgeois et les révolutionnaires, etc. Et ce genre de discours, à mon avis, sont toujours très simplistes. Donc, j'évite d'aller là-dedans. Par contre, pour un personnage de fiction, je trouvais ça très amusant d'être à fond dans un discours révolutionnaire. Mais en fait, il est paradoxal sur plein de trucs. Donc là, en l'occurrence, oui, avec des vieux réflexes bourgeois, notamment un peu misogynes, même bien misogynes, très bourgeois sur la manière dont une femme doit se comporter, etc., etc. Et en même temps, des trucs très sincères dans les deux, très sincères dans une approche révolutionnaire des choses. De la même manière, il est pour un cinéma qui va de moins en moins vers le sentimental, et en même temps, dans sa vie, c'est de plus en plus sentimental, très fleur bleue. Donc, jouer sur ces paradoxes me semblait des moteurs de comédie, voilà. Après, que ça ait cassé le mythe, tant mieux. Ça s'agirait de grandir. Donc, non, c'est bien Oui, je crois que c'est bien de casser le mythe. Moi, je pense que ça l'augmente, le mythe. Là. Oui, c'est ça. Moi, je pense que ça augmente le mythe encore plus. Le fait de le casser nourrit le mythe lui-même. C'est une mystification énorme de faire un film sur quelqu'un, je trouve même, quel qu'il soit, c'est une mystification folle. Donc, moi, je suis pas sûr qu'il faut avoir... Je suis pas sûr, par exemple, quand je parle à des gens de 20 ans, quand tout d'un coup, je vois qu'ils parlent de Jean-Luc Godard comme une sorte de chose qui soit comme un peu la messe culturelle, ça me gêne, j'ai pas envie de ça. C'est beaucoup plus ludique que ça, Jean-Luc Godard. C'est très, très fort, mais c'est très ludique. Et si les gens qui disent que Jean-Luc Godard, par exemple, que l'humour chez Jean-Luc Godard n'a pas lieu d'être, c'est gens qui ne connaissent pas Godard. Voilà, par exemple, je pense que Jean-Luc Godard, c'est quelqu'un qui sait rire énormément. Et que surtout, ses films sont drôles. Moi, ils me font rire. Dernière question. Hi, Jason Gorber from Screen Anarchy and Birth Movies Death. I'm fascinated by the dynamic between Louis. Je suis fasciné par ce que vous avez dit, parce qu'on considère Godard comme un dieu et parfois on a peur de faire de l'humour sur Dieu. On considère que Godard est un dieu et parfois on a peur de faire de l'humour sur Dieu. Le jeune Frankenstein, c'est une sorte de satire. Donc je me demande si en tant qu'acteur, vous avez trouvé que Godard avait un aspect encore plus ridicule. Et Michel, est-ce que vous allez faire est-ce que vous avez voulu faire une comédie? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de majesté, de sérieux ou d'humour dans ce thème extrêmement complexe, ce personnage complexe? J'ai pas compris la question à moi, il y a un bout de la question, c'est quoi? Toi, est-ce que tu as trouvé un peu de silliness, d'idiotie dans mon personnage? Et si moi, je lui ai trouvé de la majesté, de la grandeur? Non, je l'ai jamais trouvé crétin, mais lui, par exemple, vous pouvez voir des bouts de choses qu'il a faites avec Gorin dans Vladimir et Rosa, où il fait le clown, c'est-à-dire c'est des espèces il est tout le temps en train de jouer, il est comme Buster Keaton parfois, il fait le clown, il fait des blagues avec Jean-Pierre Gorin, des ciné-tracts de blagues, donc je savais que c'était pas étranger à lui. Moi, je ne jouais pas les situations en me disant les situations sont drôles, j'essayais d'être le plus sérieusement, je savais que la situation était drôle, mais moi je la jouais pas en pensant qu'elle était drôle. Mais je pense que, vous savez, il y avait une très bonne phrase de Lubitsch que j'aime beaucoup, d'ailleurs qu'une fois j'ai dit à Michel, qui dit que l'homme le plus digne du monde, on pourrait dire l'homme même le plus intelligent du monde, est ridicule au moins 2 fois par jour. C'est-à-dire, ça, je trouve que c'est très humain comme manière de penser. Je trouve que c'était très... Donc je ne sais pas exactement s'il est ridicule, mais en tout cas, je me dis, il s'agissait de l'humaniser, de s'amuser, voilà. C'est-à-dire, on s'est amusé à l'humaniser devant ce qu'on appelle le mythe Jean-Luc Godard qui traverse les époques. C'est complètement fou si vous imaginez que
que ce garçon qui a commencé à 30 ans et qui continue à faire des films, je ne sais plus quel âge il a maintenant, 80, on est constamment en train de parler de lui. C'est fou à quel point on parle tout le temps de lui, même de Radio Langage, on est en train de parler de lui, même quand il intervient, comment est-ce qu'il attaque d'autres metteurs en scène, il est tout le temps en train d'agiter, c'est un agitateur tout le temps, comme on dit. On se positionne avec lui, il est très fascinant, c'est une œuvre, c'est colossal, quoi. Jean-Luc Godard, c'est colossal. Donc évidemment, il y a des parties qui sont très imposantes, d'autres très sévères, d'autres il est inhibant, et puis parfois il est juste très très drôle. Moi, j'allais glaner, par exemple, des choses chez des gens qui avaient travaillé avec lui. La plupart des gens m'ont tous dit il est très, 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 très drôle. Il fait toujours des fois, il fait même des bêtises. Ou je sais pas, il est... Et moi, par contre, j'ai découvert des choses que... Comment dire? Oui, c'est-à-dire... Pour écrire le scénario, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai revu et vu et découvert beaucoup de films. Et donc, j'ai vraiment travaillé Godard, ce que je n'avais pas fait réellement avant. Et donc, oui, j'ai découvert pas mal de choses. Et effectivement, j'ai découvert un artiste plus grand que ce que je pensais, sans doute. Après, je ne suis pas du tout dans la religion du tout, d'une manière générale, mais là non plus. Enfin, je suis plutôt agnostique là-dedans. Donc, le côté profanateur et tout ça, je l'ai découvert un peu après. C'est-à-dire, quand j'ai proposé le film à Louis, il m'a dit, mais écoute, c'est comme si tu demandais à un fervent catholique de jouer Jésus. Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu... Donc après, effectivement, je lui ai dit, oui, c'est aussi comme si tu demandais à un prof d'auto-école de jouer Alain Prost. Donc, c'est pas non plus... voilà. Mais je ne suis pas hyper impressionné, je ne vois pas une œuvre colossale, je vois pas, je vois un réalisateur important, comme il y en a 5-6 dans l'histoire du cinéma, certes, mais c'est aussi une icône pop et c'est aussi un bonhomme, quoi. Oui, c'est ça. Avec plein de trucs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le bonhomme, en fait. L'icône pop me permettait d'avoir une espèce d'imagerie et d'avoir un point d'attache avec le spectateur. Et le bonhomme, et que j'ai un peu approché à travers les livres d'Anne Wiazemski, me permettait d'avoir un scénario qui avait de l'humain. Et de l'humain et du mythe, les deux, pour moi, créent de la comédie, créent de la distance et créent des forces contraires. Donc, voilà, ça m'amusait beaucoup. Mais effectivement, le mythe, j'ai découvert des choses. Ouais. Et je pense d'ailleurs que le film est beaucoup plus tendre. Et mon rapport... On parle de quelqu'un qui est maoïste, petite tendance antisémite, pas hyper sympathique, etc. Et mon rapport à cette personne-là s'est attendri, en fait. Donc oui, j'ai découvert des choses. Ouais. Bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ça sera le mot de la fin. Merci. Bonne projection ce soir et merci d'être venu avec nous. Merci.